Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Merci d'être à mon micro ce matin. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, directeur de l'Observatoire d'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Vous venez de publier un livre qui s'appelle Préserver la laïcité, les 20 ans de la loi 2004. Et on se dit que votre livre est particulièrement d'actualité. On va revenir sur les questions de harcèlement, de laïcité, de sécurité des établissements. Ce que je veux entendre, c'est bien sûr à la fois votre témoignage de professeur, votre expérience de professeur. Professeur d'histoire géo en Seine-Saint-Denis depuis une vingtaine d'années. Votre réflexion, assiste-t-on à une offensive anti-laïcité ou à une montée des violences ou à tout cela en même temps? Et puis vos solutions, parce que vous restez, Yanis Roder, optimiste pour l'école. Je voudrais qu'on parle évidemment de Samara. Elle a été très violemment tabassée mardi devant son collège à Montpellier. Elle était en réalité harcelée depuis 1 an et demi. Et je voudrais qu'on écoute sa maman qui était sur BFM TV hier. Samara, oui, elle s'habille à l'européenne. Samara, ma fille, je l'autorise à faire des couleurs. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Voilà, Samara avait fait une couleur rouge à ses cheveux. Elle a tellement reçu de moqueries, d'insultes, voilà, on l'a traitée de mécréante, que genre, elle en est arrivée à se reteindre les cheveux parce elle en pouvait plus. Ma fille, elle était constamment molestée. Ma fille était constamment molestée. La maman, et je précise les choses, insiste sur son refus d'être politiquement récupérée. Voilà ce qu'elle dit. Elle précise être elle-même musulmane et pieuse. Elle dit ce n'est en aucun cas contre une communauté, mais contre une jeune fille et contre ce que l'on comprend être une forme d'intégrisme religieux. Pourquoi, quand vous entendez ce témoignage, pourquoi ça bascule? Et est-ce qu'on est face à un véritable problème de manière de pratiquer ou non sa religion? D'abord, si ce que dit la maman de Samara est vérifié, hein, c'est-à-dire que les pressions que cette jeune fille a subies, qui relèvent du harcèlement, le fait qu'elle ne s'habillerait pas comme il faudrait, selon des normes rigoristes, etc., est vérifié. Si l'agression est dans la foulée de ce harcèlement-là, nous ne sommes pas face à un fait divers, nous sommes face à un fait de société. Ce qui est en train de se passer, de mon point de vue, et je le dis depuis des années, c'est que nous assistons à un déplacement des normes. C'est-à-dire que ce qui était radical et vécu comme radical ou vu comme radical dans la pratique religieuse musulmane il y a 20 ans, devient aujourd'hui une norme pour une partie conséquente, je crois, et de plus en plus conséquente de nos jeunes. Et ce déplacement des normes fait que vous avez une progression sans adhérer nécessairement ni à l'islamisme en tant qu'idéologie, ni encore moins au djihadisme, mais vous avez une progression du rigorisme. Et dans ce rigorisme, nous savons que, puisqu'il est question de normes, que ces normes, elles doivent s'appliquer. Elles doivent notamment s'appliquer à ceux qui sont vus ou compris comme faisant partie de la communauté, entre guillemets. Et ceux qui s'en éloignent, eh bien, ceux-là, il faut les vilipender, il faut les montrer du doigt, il faut les rappeler à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre, en réalité. C'est une forme de quoi? De brigade des mœurs? Des bonnes mœurs? Ça ressemble à cela, effectivement, ça ressemble à cela. Et vous savez, dans les cours de récréation, dans les établissements scolaires, nous sommes durant le mois de Ramadan qui s'achève bientôt, il y a des pressions. Et parfois, les élèves n'ont pas nécessairement l'idée, même conscience qu'ils font pression. Mais quand ils disent à certains, mais tu manges, tu n'as pas le droit, c'est le mois de Ramadan, tu fais cela, tu n'as pas le droit, tu es musulman ou tu es musulmane comme moi, tu devrais faire cela. Ça, c'est de la pression. C'est ce qu'on appelle du prosélytisme, une forme de prosélytisme. Ça, c'est interdit au sein de l'école. Mais comment on peut pas C'est interdit au sein de l'école. Alors, c'est interdit de la part de professeurs ou c'est interdit de la part d'institutions? On ne va pas interdire à des enfants de se parler entre eux? Non, bien sûr. Mais ce qui est interdit, c'est de faire pression. Voilà, c'est interdit de faire pression sur les élèves. C'est interdit d'ailleurs par le code pénal. Hein. Oui. C'est très précis. Je recevais ce matin sur RMC Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, qui a saisi le procureur de Montpellier des faits précisément de pression sur l'exercice d'un culte. C'est l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905. Et il a tout à fait raison, Jérôme Guedj, d'insister là-dessus. Il faut, je crois, réactiver ces articles-là. Vous savez, il y a l'article 35 de la même loi qui punit les ministres du culte qui appellent à désobéir à la loi. Donc, activons ces articles, réactivons ces articles. Ils existent. Aristide Briand s'en est servi à l'époque. Hein, celui qu'on fait passer pour un libéral au sens américain. Il n'était absolument pas libéral au sens américain. Il a puni des curés, il a puni des évêques qui ont été condamnés en justice pour s'être opposés à la loi. Il faut utiliser la loi telle qu'elle existe. Yanis Roder, vous êtes professeur, je le disais, depuis des années. Est-ce que vous avez observé cette dérive dont vous parlez?
Oui, bien sûr, j'ai observé cette dérive, c'est-à-dire, comme je vous le disais précédemment, il y a 20 ans, il y avait des choses qui étaient vraiment exceptionnelles. Et je n'entendais jamais, par exemple, d'élèves me dire « je ne peux pas écouter de musique parce que c'est le mois de Ramadan ». Ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Les élèves s'en prennent au prof de musique parce qu'il a fait écouter une messe de Mozart, une sourate chantée, en disant « vous n'avez pas le droit ». Donc ils s'offusquent de certaines choses qui relèvent de la science, en réalité, qui relèvent de l'enseignement, et pour des raisons religieuses. Et ça, c'est quelque chose qui progresse. Et d'ailleurs, ce que vous racontez là, le témoignage, il y a eu bien sûr l'affaire de l'établissement Maurice Ravel à Paris, dont le proviseur a fini par jeter l'éponge, par se mettre en retrait parce qu'il était menacé de mort, on le sait, après avoir demandé à une des élèves de retirer le voile dans le sein de l'établissement. La professeure de musique de Maurice Ravel raconte, et elle l'a dit à mes confrères du Parisien, qu'elle s'est retrouvée parfois devant des élèves de 6e qui refusaient de chanter en cours, lui disant « mais madame, on ne peut pas chanter parce que c'est le ramadan, c'est péché ». Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est prof et qu'on est confronté à cette question-là ? Il faut d'abord rappeler pourquoi ils sont à l'école et qu'à l'école, les considérations religieuses n'entrent pas en ligne de compte, que l'école, ce n'est pas le supermarché des sensibilités. On va à l'école pour construire du commun. Et ce qu'ils croient, ils le laissent à la porte de l'école, en tout cas face aux enseignements. Ils n'ont pas le droit de contester les enseignements. On a vécu la même chose à Issou, dans les Yvelines, où des jeunes se sont offusqués de voir des représentations de femmes nues sur un tableau de la Renaissance. Des représentations, ce ne sont pas des femmes nues. C'est la professeure de français qui s'est retrouvée effectivement menacée pour avoir montré ce tableau sur lequel sont représentées des femmes nues. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si les élèves se sentent autorisés à cela, c'est qu'ils se sentent aussi soutenus par, certains en tout cas, par leurs parents. C'est ce qui s'est passé à Issou. Les parents sont montés au créneau en disant « vous n'avez pas le droit ». Mais si, mais je crois on a un problème, c'est-à-dire que je crois qu'il faut être très clair sur ce qu'est l'école de la République et quelles sont les missions de la République, de l'école de la République. C'est-à-dire, bien sûr, transmettre des enseignements, mais faire partager les valeurs de la République. C'est-à-dire construire les citoyens républicains de demain. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez aux familles qui choisissent l'école publique. Ils ne sont pas obligés, ils choisissent l'école publique. À partir du moment où vous mettez votre enfant à l'école publique, on va en faire, nous, des petits républicains. Mais Yanis Roeder, ce à quoi vous faites référence, on sait qu'il y a eu un rapport du Sénat qui avait notamment été diligenté après l'assassinat de Samuel Paty. Ce rapport est très sévère sur le fait que peu de décisions très concrètes ont été mises en place depuis la mort du professeur. L'une des préconisations de ce rapport du Sénat, c'est de dire, au fond, faisons signer une charte de la laïcité aux parents et aux élèves. Est-ce que vous y êtes favorable ? Écoutez, il faut voir ce qu'il y a dans cette charte, mais a priori, oui. À partir du moment où, de mon point de vue... Une sorte d'engagement. Oui, à partir du moment où on rappelle, notamment aux parents, ce qu'est l'école de la République et quels sont leurs droits et leurs devoirs dans le cadre fixé par l'école de la République et notamment dans le cadre fixé par le principe de laïcité, je ne vois pas pourquoi je n'y serais pas favorable. Ça permettra aux parents de prendre connaissance de ce qu'est l'école de la République. On ne va pas à l'école de la République comme on va au supermarché. On ne choisit pas son rayon et on ne choisit pas ce qu'on va choisir dans le rayon. Yanis Roeder, il y a aussi la question de la morale et des mœurs. La jeune agresseuse de Samara avait été exclue 2 jours par le collège après des appels au viol sur la jeune fille qu'elle traitait de pute. Et ce qui semble dans le récit de la maman, c'est qu'il y a au fond l'idée que si on n'est pas suffisamment pieuse, ou peut-être même si on n'est pas suffisamment pudique, alors on serait carrément automatiquement une pute. Le mot a été lancé, il a été aussi dit par les agresseurs de Samara. C'est ce que l'une des témoins, une maman qui s'est interposée, raconte avoir entendu. Non, madame, venez pas, c'est une pute. Est-ce qu'il y a cette distinction aujourd'hui chez les jeunes filles ? Est-ce que vous observez ça chez les élèves face à vous dans les collèges et dans les lycées ? En fait, ça fait longtemps que j'entends ça. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'entends ça dans la bouche de jeunes filles. C'est ça, c'est entre jeunes filles. Là. Bien sûr, dans la bouche de jeunes filles qui ont intériorisé des normes que l'on peut appeler des normes patriarcale, c'est-à-dire qui enferme les jeunes filles dans un rôle, non seulement dans un rôle, mais aussi dans une image. Voilà, on les enferme, et à partir du moment où elles sortiraient de ce rôle et de cette image, eh bien, elles seraient, comme vous dites, je mets des guillemets, des putes. C'est une intériorisation de normes patriarcales, et ces jeunes filles sont convaincues d'avoir raison. Et ça, je l'entends, mais depuis, je vais
Je peux même vous dire, ça fait 20 ans que j'entends ça. Ça fait 20 ans que j'entends qu'on me dit que des jeunes filles disent oui, mais une fille qui porte une jupe, c'est une pute. Voilà, c'est quelque chose qui est malheureusement intégré par, alors pas par toutes, heureusement, hein, mais par un certain nombre de jeunes filles. Ça ne se fait pas, ce n'est pas moral, et cette morale, elle est d'abord religieuse. C'est une morale religieuse. Il y a aussi la question du rôle de l'école et du rôle des réseaux sociaux. Du rôle de l'école d'abord, je voudrais quand même essayer de comprendre, puisque le jour où Samara se fait tabasser, elle se fait tabasser à 16h, à la sortie du collège. À 12h30, le jour même, le professeur principal a téléphoné à la maman en lui disant « Je pense qu'il serait bon que vous veniez chercher votre fille », c'est ce qu'elle raconte en tout cas la maman, parce qu'il y a des jeunes devant le collège qui attendent la sortie de votre fille. Déjà le lundi, semble-t-il, ou la semaine précédente, Samara s'est fait porter pâle, disant qu'elle avait mal au ventre parce qu'elle redoutait, après un appel sur les réseaux sociaux, cette confrontation. Le message du professeur principal n'est visiblement pas passé à l'entrée du collège et on a laissé sortir Samara. Est-ce que quand on regarde, cette jeune fille a déjà été condamnée, elle a déjà été exclue du collège pour harcèlement contre Samara, quand on voit l'appel du professeur qui donc avait conscience parfaitement de la situation, est-ce qu'il y a des mécanismes pour éviter ces violences entre collégiens ou entre lycéens qui ne sont pas activés? Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez et que vous m'apprenez, c'est le sentiment d'impunité finalement qui habite cette jeune fille. Et si sentiment d'impunité... Oui, elle a déjà été sanctionnée. Hein. Ouais, mais si sentiment d'impunité il y a, ça veut dire que les sanctions ne portent pas, ou alors qu'elles n'ont pas été assez fermes. Et qu'à un moment donné, l'autorité doit se faire entendre et doit sanctionner, mais de manière conséquente, des agissements qui sont insupportables. D'autre part, il semblerait, mais je ne connais pas l'affaire, que la communication n'ait pas été très bonne. D'une manière générale, je crois, et je pense que c'était d'ailleurs la volonté du Premier ministre Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale, sur les questions de harcèlement, qui dépassent la question religieuse, sur les questions de harcèlement, il faut prendre très au sérieux les situations. Une enquête administrative a d'ailleurs été commandée par la ministre de l'Éducation nationale hier. Elle donne 8 jours à l'administration pour essayer de remonter tous ces fils et comprendre ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Yanis Roder, sur la question des sanctions, ce matin sur RMC, j'ai eu un appel, le témoignage d'un professeur d'EPS qui appelait et qui disait son désarroi, on l'entendait même dans sa voix. Il disait que ça faisait 40 ans qu'il était prof et que depuis quelques années, il disait notamment 5-6 ans, il dit il y a une violence plus particulière, une sorte de déchaînement de violence, ça peut se faire sur le terrain, dans les couloirs, lorsque les enfants rentrent au vestiaire. Et il disait la difficulté, c'est que on nous dit mais ne mettez pas d'heures de colle parce qu'on n'a pas assez de surveillants pour assurer les heures de colle. Alors, on a eu d'autres appels après. On a eu notamment un proviseur qui disait que dans certains collèges, on prenait plus en main cette question-là. On a eu une maman qui dit non, moi, je fais partie même des commissions d'enquête disciplinaire. Donc, il y a des commissions disciplinaires, mais avec des sanctions qui paraissent dérisoires. On en est où des sanctions et de la prise en compte de cette violence? Vous avez une échelle de sanctions qui existe dans l'éducation nationale, mais l'éducation nationale, c'est aussi de l'humain. C'est-à-dire que c'est de la gestion humaine. Et à partir du moment où les équipes sont différentes, vous allez avoir des gestions différentes. Mais aussi au regard des territoires, des situations sociales, des lieux, tout cela peut être différent. Ce qui me semble important, c'est que chaque équipe ait conscience que la sanction est une forme d'éducation. On a parfois l'impression chez certains, et chez certains enseignants, hein, mais aussi chefs d'établissement, peut-être moins aujourd'hui, ou CPE, que bon, oui, il a compris, on va lui faire une petite leçon de morale. C'est encore le cas, hein, puisque là, cette maman qui assistait à ces conseils de discipline, elle disait hier, elle est parent déléguée, elle disait hier, j'ai eu une jeune fille de 5e qui a harcelé avec cruauté une jeune fille de 6e, et elle a fini par être sanctionnée, elle doit écrire une lettre d'excuse, mais elle disait elle avait comme une sorte de détachement vis-à-vis de sa propre action, ne mesurant pas la portée de son acte. C'est souvent ce qu'on observe, et d'ailleurs les médecins psychiatres le disent, un détachement par rapport à l'acte, et donc l'incapacité à penser aux conséquences, c'est-à-dire aller au-delà de l'acte. Vous et moi, nous agissons en se disant, si je fais ça, je vais peut-être faire une bêtise. Mais là, il n'y a pas de conséquence parce qu'elle n'est pas pensée, la conséquence. Là, il y a quelque chose qui je trouve, est très inquiétant. Et ces passages à l'acte que l'on voit, où il y a encore apparemment une histoire à Viry-Châtillon. J'y viens. Voilà. On comprend bien qu'il n'y a aucune conscience que ce qu'ils font va avoir des conséquences pour la victime, mais également pour eux. Et souvent, c'est ce que disent des policiers d'ailleurs, ils se retrouvent au commissariat et ils disent « Oh bah excusez-moi, je le ferai plus ».
Voilà. Et les policiers disent, mais attendez, ça se passe pas comme ça en fait. Là, il y a la loi et il va se passer ça maintenant. Yanis Roder, vous le disiez à l'instant, à Viry-Châtillon, hier soir, un jeune homme qui se retrouve au moment où on se parle entre la vie et la mort. Il a une quinzaine d'années. Il a été tabassé à la sortie de son cours de musique à Viry-Châtillon, donc sur le chemin de la maison. Le maire réagissait ce matin sur RMC. Il est bouleversé. On ne peut pas laisser des animaux dans la rue comme ça, parce que je pense vraiment que ce sont des animaux pour pouvoir avoir cette ultra-violence sur un jeune de cette façon, et puis qui le massacre, quoi. On ne peut pas avoir le cerveau tout à fait normal. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis élu maire. Ça me met de l'émotion de me dire que je vis ça, même si moi je le vis de loin, par rapport à la maman, par rapport à ce jeune qui lui est en train de lutter. Très franchement, je n'ai plus que ça en tête pour le moment. J'espère tout simplement qu'on puisse très rapidement comprendre ce qui s'est passé. Et effectivement, il faut qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Les animaux, il faut les mettre de côté. Il va carrément jusqu'à dire c'est des animaux. C'est-à-dire, hier, il utilisait le mot de sauvage. Aujourd'hui, dans l'émotion, il dit c'est quasiment comme des animaux sauvages. Oui, c'est difficile d'entendre ça parce que ça reste quand même des jeunes, ce qui n'excuse absolument rien. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de savoir ce qu'ils ont dans la tête. Comment ne pas être capable de penser aux conséquences de ces actes? C'est ça qui est... Et on se demande si en fait, ce qu'ils ne vivent pas en virtuel sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ces agressions permanentes, ces clashs, comme ils disent, permanents, eh bien finalement, ils ne les transposent pas dans le réel en se disant que, ou plutôt en étant incapable de penser que dans le réel, il y a des conséquences. De distinguer le réel du virtuel. Et la fiction. Le rôle des réseaux sociaux, on l'a vu pour Samara, de faux comptes, semble-t-il, ou des vrais comptes, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des comptes Snapchat qui sont aussi à l'origine de ce tabassage en règle. L'un des jeunes hommes qui a participé aurait été posté, une photo de lui aurait été postée sur Snapchat avec un filtre qui lui met des oreilles de lapin, ce qui aurait justifié, semble-t-il, à ses yeux, le fait de tabasser quasi à mort, puisque le motif de tentative de meurtre a été retenu. Les réseaux sociaux, c'est ça aujourd'hui? Oui, les réseaux sociaux... Est-ce qu'il faut les encadrer? Est-ce qu'il faut les interdire peut-être, comme certains l'évoquent? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut absolument, à mon avis, faire, c'est... mettre fin à l'anonymat des réseaux sociaux. Alors on me dit, oui, mais en fait, quand la police veut trouver, elle trouve. Oui, mais quand vous avez 5, 10 000 personnes qui en meute attaquent une personne pour ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, la police va faire 10 000 enquêtes? Bien sûr que non. Donc, il faut que les gens, qu'on connaisse l'identité des gens qui parlent. Qui parle et effectivement, qui sont-ils? Pendant ce temps-là, hier soir, Nicole Belloubet a annoncé un bouclier, je cite, un bouclier sécuritaire autour des écoles. Avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, nous déployons un véritable bouclier autour de notre école, une école qui ne laisse aucune place à la violence et aux menaces. Est-ce qu'il faut bunkériser en quelque sorte l'école? Est-ce qu'il faut faire une sorte de bouclier autour de l'école, pour reprendre son expression? Je ne crois pas, parce qu'en réalité, on voit bien que cette violence, elle est le fait même d'élèves qui sont déjà dans l'école. Alors, c'est à l'école de gérer cela. Que ponctuellement, effectivement, notamment, je pense aux menaces de mort contre le proviseur du lycée Ravel, il y ait des brigades qui viennent sécuriser parce qu'il y a des menaces de mort et des menaces contre l'établissement, oui, bien sûr. Mais après, c'est à l'école de réfléchir à la manière dont, à l'intérieur, elle va gérer ces questions de sécurité et surtout, comment faire pour que les jeunes sortent de cette spirale, quelques jeunes encore, heureusement que c'est pas tous les jours et tout le temps, sortent de la violence paroxystique dans laquelle certains rentrent. Mais ce qui me frappe quand même, Yanis Roder, je me souviens de vous avoir reçu sur BFM TV au moment de Charlie Hebdo, au lendemain de Charlie Hebdo, de l'attentat de Charlie Hebdo. Vous faisiez partie des premiers à alerter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore foi dans votre métier? Est-ce que vous continuez à y aller avec confiance, ou est-ce que parfois vous avez peur vous-même? Alors, peur non, avec confiance, oui. Avec optimisme, oui, parce que dans les classes, il se passe toujours des choses formidables, que le rapport affectif avec les élèves, il est toujours extraordinaire, mais ça n'empêche pas les incidents. Voilà, cette semaine, j'ai été insulté, j'ai été victime d'insultes à caractère homophobe, en raison de mon orientation sexuelle, réelle ou supposée d'ailleurs, parce que l'élève ne sait rien de mon orientation sexuelle. Je vais aller déposer plainte à la police. J'espère qu'il y aura des suites. J'attends de voir, parce que c'est dans quel contexte? Ça sort d'où, ça? C'est un élève qui passe
passe dans le couloir, qui fait du bruit, je sors, il dit s'il te plaît, etc. Et puis dès qu'il a tourné le coin, j'entends ça. Donc voilà. Mais alors de manière extrêmement, assumée, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quelle suite la police va donner à la plainte que je vais. Qu'on prenne au sérieux chaque étape. Exactement, qu'on prenne au sérieux les choses et que ce ne soit pas seulement une menace qui ne soit pas mise à exécution finalement. Et donc l'élève se dit, voilà, ça y est, c'est terminé, Et je donc passe à en autre plus, chose. être homosexuel serait donc une insulte. Ah bah évidemment, être homosexuel c'est une insulte. Voilà, c'est évidemment une insulte dans la bouche de cet élève, dans la bouche de beaucoup d'élèves, évidemment, bien sûr. Cette question-là aussi, elle est importante à soulever. On le fera une autre fois. Yanis Roeder, merci d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie, directeur de l'Observatoire d'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Votre livre, Préserver la laïcité, on sent qu'il y a du boulot. Les 20 ans de la loi 2004, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.